Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. L'existence d'un marché des services de gestion des déchets nécessite un niveau de développement économique minimum, la définition et l'application d'une réglementation environnementale, la garantie d'un certain degré de stabilité contractuelle et la prise de conscience collective des enjeux environnementaux. Nous parlerons dans cet entretien de la revalorisation des déchets qui est pourvoyeuse d'emplois en Afrique. Et pour en discuter, nous recevons Cynthia Ga. Bienvenue sur le plateau de Medi 1. Merci de nous avoir. Alors, vous êtes la présidente de la fondation Kamanje qui promeut la revalorisation des déchets. Chaque année, en Afrique, il y a des tonnes de déchets qui viennent en Afrique. Alors que vous parlez de revalorisation des déchets, est-ce que c'est une opportunité, tous ces déchets qui arrivent sur le continent africain, où il y a une différence qu'il faut faire? C'est une opportunité, mais en même temps, le continent même, il produit des déchets. Au niveau de la Côte d'Ivoire, on estime à 1 500 000 tonnes de déchets par an. Et ça, c'est même pas l'estimation, c'est même pas les déchets qui sont produits effectivement. On s'est pris en compte au niveau du centre d'enfouissement technique. Ce sont ces informations que le centre donne. Mais il y a des déchets qui ne sont pas pris en compte, qui sont brûlés. D'accord. De façon plus simple, de façon générale, comment est-ce que la gestion des déchets se fait? La gestion des déchets, aujourd'hui, on a l'ANAGED, qui est l'Agence nationale de la gestion des déchets, qui est le guichet unique en matière de la promotion de la salubrité et de la gestion des déchets en Côte d'Ivoire, qui a contracté avec 2 opérateurs privés qui font la collecte des déchets. Une fois la collecte faite, les déchets sont transférés dans des centres de transfert pour un tri et eux la peser. Après ce tri et pesé, les déchets industriels, les déchets toxiques, eux, ils ne font pas partie de ce tri-là. Eux, ils vont directement au centre de valorisation et d'enfouissement technique pour un traitement et être enfouis. Maintenant, ces autres déchets qu'on peut revaloriser, ils sont triés et pesés. Et une fois au centre, actuellement, le centre est en train de faire une étude, un test en fait, pour la production de biogaz et en même temps de l'électricité. Mais c'est vraiment à un stade très très pilote en fait. Donc c'est ainsi que c'est fait actuellement pour ceux qui rentrent dans les normes, pour ceux qui vont effectivement au niveau de la population à mettre leurs déchets dans tous les bacs qui sont déposés par ces entreprises avec lesquelles l'État a contracté. D'accord, on constate de plus en plus, ou peut-être de moins en moins, vous nous le direz, que les populations cohabitent avec les déchets. Il y en a même qui font leur commerce, leurs activités. Est-ce que la sensibilisation, elle porte à ce niveau-là? Parce que c'est source de maladies, j'imagine. La sensibilisation, elle ne porte pas vraiment, mais en même temps, elle n'est pas faite à fond, comme je peux dire, parce qu'on ne le fait pas vraiment comme dans certains pays environnements, où même il y a des effets de coercition lorsque tu ne prends pas en compte le volet hygiène. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons des commerces de repas, des restaurants qui vendent des repas à ciel ouvert. De la tiéké, du poisson qui n'est même pas fermé pour être protégé de tout ce qui a comme batterie. Des lois sont prises parfois, ne sont pas respectées. Des lois sont prises, elles ne sont pas respectées. Donc il faut véritablement de la rigueur en la matière. Il faut de la rigueur, il faut de la sensibilisation. Et il nous faudra redoubler d'efforts. Il faut qu'au niveau de nos communes, les autorités communales et régionales le prennent vraiment à bras le corps pour que les gens prennent conscience du fait qu'aujourd'hui, tous nos malades, on parlait du paludisme, de la diarrhée, des infections respiratoires. C'est l'hygiène de vie. C'est l'hygiène de vie, ce n'est pas la sorcellerie. Donc, il faut juste que nous puissions changer quelque chose à ce niveau. D'accord, parlant de changement et de prise de conscience, vous, au niveau de votre fondation, vous initiez des formations. Quel est le but de ces formations à la revalorisation? Les formations que nous faisons actuellement, c'est la revalorisation du carton et du papier en charbon. Parce que le charbon ne doit plus être une opportunité de détruire nos plantations, nos forêts pour produire du charbon. Donc, c'est de produire du charbon à partir de ces déchets papier et carton. En même temps, parallèlement, nous faisons des expérimentations avec nos consultants pour voir, en plus de cela, qu'est-ce qu'il faut revaloriser. Il y a également du compost qui est produit. Il y a de l'engrais qui est produit. À notre minime niveau, c'est ce que nous pouvons faire. S'il y a toutes ces possibilités, on se pose souvent la question de savoir mais pourquoi est-ce que cela n'est pas fait à grande échelle, n'est pas promu par nos États africains? Aujourd'hui, on parle d'augmentation de la cherté de la vie alors qu'on a des solutions qui nous sont propres. C'est un manque de volonté politique parce qu'il faut vraiment que ce soit pris en compte. Quand on voit le pourcentage
de la population, surtout même de la jeunesse qui est au chômage, alors que nous avons de l'or qui est là. Nous avons une ressource qui est de l'or, qui sont des déchets qu'il faut revaloriser et qui ne demandent même pas grand-chose. Mais il faut une volonté. Nous, au niveau de notre fondation, les formations que nous mettons actuellement, nous avons approché des conseillers municipaux en vue de financer certains jeunes et profiter de cette formation, puisqu'il faut bien payer les consultants qui dispensent la formation. Justement. Mais je vous avoue qu'on a des courriers, on n'a même pas reçu de réponse. À plus forte raison, dire que ces conseillers-là se sont intéressés à la chose. Donc c'est une volonté politique, gouvernementale. Parce qu'au niveau du gouvernement, si un décret est pris et que des moyens sont mis, et que les communes, que les régions, on leur met la pression pour leur demander des résultats, je pense que quelque chose sera fait. D'accord. Et que même la population, le citoyen lambda sache que j'ai une ressource là que je peux juste revaloriser pour me faire de l'argent. Parlons aussi de la mentalité des jeunes et de tous ceux qui sont liés de près comme de loin à la question de la revalorisation des déchets. Parfois, on a l'impression que c'est un métier qui est réservé pour des personnes qui ne sont pas allées à l'école, c'est un métier qui est salissant, qui est méprisant, alors qu'avec les formations que vous dites, des ingénieurs, toutes sortes de compétences peuvent se retrouver dans la revalorisation des déchets. Oui, effectivement. Aujourd'hui, le jeune qui ne travaille pas, il préfère se mettre derrière une cabine téléphonique. Pour avoir le sentiment d'être dans un bureau. Pour avoir le sentiment et puis passer des concours à répétition. Mais ça, c'est un emploi. Aujourd'hui, c'est l'auto-emploi qui est encouragé. La fonction publique ne peut pas prendre tout le monde. Et même, c'est vrai, au niveau de la fonction publique, il faut créer de nouvelles filières. Au niveau de nos administrations, il y a des fonctions qui existent. Mais aujourd'hui, avec les ordures et tout, il y a des fonctions qui peuvent être créées. Mais en même temps, en attendant que l'État fasse ce qu'il a fait, le citoyen lambda, l'étudiant qui a fait chimie et autres à l'université, mais voici des déchets qui sont là. Ce n'est pas un saut métier, c'est un métier d'avenir. C'est toute une industrie qu'on peut commencer tout petit. Créer des coopératives, c'est une grande chaîne de valeur. Mais les gens l'ignorent parce que c'est quoi? C'est un déchet. Parce que c'est un déchet. C'est quelque chose qui est rejeté. Qui est rejeté. Il faut juste avoir un autre regard sur la chose. Aujourd'hui, on lutte contre l'orpaillage clandestin. Beaucoup de jeunes s'y adonnent à la recherche des minerais, de l'or pour avoir le gros lot en une seule fois. Voici l'or brun, voici les déchets. Oui, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Aujourd'hui, notre génie s'exporte, notre génie se meurt dans l'orpaillage. Il y a l'immigration clandestine. Mais il faut faire comprendre aux gens. Parce qu'il faut taper. Il faut répéter jusqu'à ce que les gens comprennent. Parce que malheureusement, l'Ivoirien, on dira, nous, c'est papier longuet, comme on dit, en Côte d'Ivoire. Voilà. D'une longue durée. De longue durée, ok, c'est bon. C'est un avantage pour la Côte d'Ivoire. Mais en même temps, aujourd'hui, il y a la réalité. Au dehors du fait que le déchet est une source de revenus, mais il y a en même temps notre pays qu'il faut protéger. Il y a la planète. Il est dit que dans 3 ans, si dans 3 ans rien n'est fait de façon palpable, notre planète, elle n'existera plus. À plus forte raison, vous et moi. Donc, au-delà du fait que cela pourra nous rapporter de l'argent, il y a le fait que nous sommes dans un environnement qu'il faut préserver. Et pour le préserver, il y a la gestion des déchets, qui sont en même temps source de revenus. Donc aujourd'hui, nous, notre combat au niveau de la fondation, c'est de faire comprendre aux gens que le déchet, c'est une source de revenus, c'est une matière première qui est apportée et qui, pour l'instant, ne coûte pas cher. Est-ce que certaines personnes l'ont compris? On voit dans les rues des personnes qui ramassent les bouteilles, des restes de canettes pour une sorte de transformation. Est-ce qu'elles sont sur le chemin? Certaines personnes, effectivement, par rapport à il y a quelques années, il y a nos mamans, il y a certaines personnes qui ramassaient déjà des canettes pour en faire des marmites et autres. Et moi-même, ma mère, elle l'a fait. Parce que même quand il arrivait, même quand on va à des cérémonies ou bien qu'il y a une fête à la maison, chaque fois, elle nous demandait de mettre les canettes et elle les emmenait ensuite sur la personne sur laquelle elle faisait et ça produisait 1 ou 2 marmites pour notre maison. Donc, il y a des personnes qui le font. Il y a des gens qui vont à des décharges, lorsqu'il y avait encore la décharge d'Aquedo, qui partaient là-bas spécialement pour faire du tri. Il y a des gens, il y a certaines personnes qui viennent ouvrir les bacs de poubelles et autres pour faire du tri dedans. Mais au lieu de cela, parallèlement à ces personnes, au niveau de nos entreprises, de nos domiciles, nous pouvons déjà faire un premier tri. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne devons plus mettre les mêmes choses ensemble.
Il y a les déchets organiques issus de nos repas et autres qu'on doit mettre à part, qui serviront de compost ou d'engrais après revalorisation. Mettre le papier, le plastique, les métaux à part. Aujourd'hui, c'est ce qu'on doit faire au niveau de nos habitations, de nos entreprises ainsi que de nos écoles. Merci Cynthia Gahan. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous avons eu du plaisir à échanger avec vous. Vous êtes la présidente de la Fondation Kamanje, une fondation qui promeut la revalorisation des déchets. Merci d'être passé sur notre plateau pour partager avec nous votre expérience. C'est nous qui vous remercions. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.